À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À chaque rentrée scolaire, ces nouveautés et le cru 2015-2016 ne fait pas exception. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a détaillé les nouveautés pour cette année. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire, l'actuel directeur général de l'ESSEC et spécialiste évidemment des questions d'éducation. On va commencer par les maternelles parce que je crois que c'est là la principale nouveauté de cette rentrée 2015. Oui, disons qu'il y a des nouveaux programmes de maternelle. Évidemment, il faut situer les choses dans la continuité. Les précédents programmes donc, avaient été supprimés. Ils insistaient beaucoup sur la question de l'entrée dans le langage, puisque parfois on peut dire que l'école maternelle, c'est l'école du langage, le moment où l'enfant, par le jeu, par la musique, par différentes façons, entre dans le langage. Et les nouveaux programmes ont voulu peut-être atténuer cette dimension. Mais néanmoins, il continue à l'affirmer, c'est-à-dire le fait de préparer un petit peu l'enfant à ce qui va suivre, c'est-à-dire au CP, puisqu'on sait que dès l'entrée au CP, les enfants ne sont pas dans la même situation vis-à-vis du langage, et donc ça prédétermine leur réussite en cours préparatoire. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on leur apprenait qu'on leur apprendra plus, ou qu'est-ce qu'on leur apprendra qu'on ne leur apprenait pas? Bon, très honnêtement, il n'y a pas d'énormes changements. Hein. Je pense que il y a eu un peu d'affichage précédemment, c'est-à-dire on a voulu supprimer les programmes précédents en disant qu'ils étaient trop dans la logique de ce qu'on appelle la primarisation, c'est-à-dire qu'ils étaient trop reliés au cours préparatoire. En réalité, quand je vois les instructions de la ministre maintenant, elle a bien compris qu'il fallait insister sur le langage, donc il n'y a pas d'énormes changements quand même en maternelle. Mais ce qui est très important dans une certaine continuité, quels que soient les gouvernements, c'est que tous les professeurs soient à la fois recrutés et formés en maternelle dans cette idée que ce moment est évidemment essentiel, ils le savent bien, les parents doivent en être conscients aussi, et que ce moment est essentiel en raison fondamentalement du langage. Il y a eu quand même, à mes yeux, un recul à un moment donné qui était sur ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire la conscience des syllabes de la part de l'enfant. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les instructions sont de revenir à ça. Donc, à mon avis, si vous voulez, pour me résumer, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, quoi. D'accord. Au niveau du primaire, le CP reste la classe charnière ? Oui, bien entendu, c'est là qu'on la classe charnière, oui, tout à fait. Alors surtout avec les nouveaux programmes, puisque avant on avait un cycle qui enjambait la maternelle et le cours préparatoire. Désormais, il y a un cycle pour la maternelle et un cycle qui commence au cours préparatoire. Mais ça reste évidemment une classe fondamentale pour les enfants. Mais encore une fois, c'est très important que le langage oral soit bien maîtrisé avant le cours préparatoire. Qu'est-ce qui va changer dans les quartiers défavorisés, les anciennes ZEP, devenues des REP, voire des REP+. Alors REP, c'est un acronyme pour Réseau d'éducation prioritaire. Là encore, on en entend beaucoup parler, mais très concrètement, qu'est-ce qui change là ? Fondamentalement 2 choses. Une qui était un peu difficile à faire, il faut bien le dire, et qui commence à être faite, c'est-à-dire un changement un peu de la carte des ZEP. Ça n'est pas facile, puisque un des problèmes de l'éducation prioritaire en France, c'est que c'est très rigide. Ça a été décidé il y a plusieurs décennies, selon une carte qui forcément évolue, puisque la sociologie évolue, mais par contre, c'est toujours les mêmes établissements qui restent en éducation prioritaire. Donc là, il y a une tentative de faire évoluer cette carte. Je pense que c'est... Mais on change la carte, mais est-ce que dans ces REP, il y a plus de profs, il y a plus de moyens, il y a des profs qui sont peut-être mieux payés Justement, de ce point de vue-là, il y a 2 points qui sont peut-être finalement pas très importants. Il y a quelques heures en moins pour les professeurs en ZEP. Je ne pense pas que ce soit une mesure clé. On a besoin surtout de présence des professeurs. Alors après, c'est pas seulement pour faire cours, c'est pour aider les élèves qu'il le faut. Je pense aussi qu'on a mis fin à ce qu'on appelait la politique éclair, qui était finalement la bonne piste pour l'éducation prioritaire, c'est-à-dire le fait de donner plus d'autonomie aux établissements, leur donner plus la main sur la gestion de leurs heures. C'est édulcoré, on va dire. Et le tout dans quelque chose qui est un peu brouillon, parce qu'on ne comprend plus très bien ce que c'est que cette politique d'éducation prioritaire. Là aussi, c'est quand même les mesures ne sont pas spectaculaires, non. Et la réforme des collèges dont on a tellement parlé au printemps? Alors, elle n'est pas l'actualité précise de cette rentrée, puisqu'elle n'a pas d'effet pour cette rentrée. C'est pour l'année prochaine. Mais c'est pour l'année prochaine. Ce qui fait que l'ambiance un peu difficile que l'on note en ce moment du côté des professeurs en collège est moins due à ce qui va se passer là pour cette rentrée qu'à ce qui est encore en train de se préparer pour la rentrée suivante. Alors, parmi les nouveautés, il y a aussi les cours d'EMC, autrement dit enseignement moral et civique. Ça va concerner qui, ça, déjà? C'est quoi? C'est en primaire? C'est au collège, c'est au lycée? Tous les élèves sont concernés, mais c'est notamment le primaire et le collège qui le sont. Là aussi, on ne part pas de zéro, et heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire que l'éducation civique et morale, c'est quelque chose qui est prôné depuis assez longtemps.
là aussi, j'aurais tendance à dire 2 pas en arrière, 1 pas en avant. On a beaucoup critiqué l'enseignement moral qui fait l'objet de programmes. Et puis là, notamment après les événements de janvier, on a beaucoup insisté dessus. Et donc là, maintenant, il y a des parcours qui sont envisagés. Je crois qu'il y a des choses intéressantes qui sont prévues dans ce cadre-là, mais on a besoin d'idées simples et claires. Et du côté des idées simples et claires, par exemple, c'est la question d'un enseignement moral réel à l'enseignement primaire, dans l'enseignement primaire. Et ça mériterait un message plus clair sur ce point. Alors, je vois sur les notes, là, il y a 1 heure par semaine en primaire, 2 heures par mois en secondaire. Et on a une question très concrète de Cédric P sur Twitter avec le hashtag un matin. En collège, qui fera le MC? Est-ce que c'est le prof d'histoire géo? Est-ce que c'est le prof principal? Qui va être chargé de ça? Ce que le ministère a prévu, c'est quelque chose d'interdisciplinaire, c'est-à-dire que tous les professeurs soient concernés. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens, puisqu'il faut que tout le monde soit engagé dans cette question. Ce qui compte vraiment après, c'est de regarder sur le plan de la formation et sur le plan de la réalité ce qui va se passer. Mais c'est tous les professeurs qui sont concernés. Un tweet de Samélio à présent. Est-ce que toutes les écoles sont passées au nouveau rythme? Qu'en est-il du privé? Les rythmes scolaires avec les activités périscolaires et tout ça, tout ce qui a fait tellement polémique depuis 2 ans. Absolument. En fait, ce qui caractérise cette rentrée, c'est qu'elle est touchée soit par des choses qui se sont passées lors des précédentes rentrées, soit par des choses qui vont se passer à la prochaine rentrée, comme on le disait pour la réforme du collège. Donc pour les rythmes scolaires, c'est des conséquences des rentrées précédentes. On sait que c'est une réforme qui a suscité beaucoup de problèmes, de tous ordres d'ailleurs, avec des effets extrêmement hétérogènes, c'est-à-dire il y a des endroits où ça se passe très bien et d'autres où ça se passe mal. Le ministère a laissé un peu de place à l'expérimentation pour ceux qui vraiment voulaient faire les choses à leur façon. Mais aujourd'hui, il y a encore d'énormes problèmes. Les collectivités ont du mal à assumer cela. C'est ce qui crée donc de l'hétérogénéité sur le territoire. Les coûts sont estimés à plus d'1 milliard d'euros de cette mesure et le fonds qui est fait pour aider les collectivités est de l'ordre de 400 millions d'euros. Donc il y a un problème. Les comptes ne sont pas bons. Dernière question, c'est évidemment le nerf de la guerre aussi. Est-ce qu'on va encore manquer de profs? Est-ce qu'il va manquer d'enseignants pour cette rentrée? Alors ça dépend évidemment des lunettes que l'on met. Il y a des créations de postes en cette rentrée qui sont affectées soit pour les raisons d'augmentation démographique, soit pour des mesures particulières. Il se trouve, c'est tant mieux qu'il y a une certaine augmentation démographique en France qui fait que en réalité ça ne se traduit pas par une baisse du nombre d'élèves par classe. Donc il n'y aura pas, d'accord, ça c'est clair. Merci Jean-Michel Blanquer, spécialiste des questions d'éducation et également auteur de l'école de la vie chez Odile Jacob. La rentrée c'est donc lundi pour les profs. Ils font quoi ce jour de pré-rentrée là d'ailleurs? Ça compte leurs vacances? C'est extrêmement important parce que c'est le moment d'abord où on fait équipe. Vous savez, faire équipe c'est essentiel dans un établissement. L'autonomie de l'établissement c'est essentiel et l'équipe dans l'établissement c'est essentiel. Donc ce jour pour se retrouver il est fondamental. Et c'est un jour fondamental et le jour fondamental pour les élèves ce sera mardi. Bonne journée, merci.